On va pouvoir commencer sur cette deuxième table ronde, donc. Allier dépassement de soi, exploit sportif et protection de la nature. Voilà, et je laisse les intervenants commencer la table ronde. Merci à tous et à toutes d'être là. On va pouvoir commencer. Donc avec Emma, on va animer cette deuxième table ronde. Et pour commencer, donc, nous voulons remercier nos intervenants d'être là aujourd'hui avec nous. On va commencer par les présentations. Donc cette table ronde a pour objectif de s'intéresser aux dérives négatives implicites de la pratique sportive et notamment de la volonté de contrôler, voire dominer la nature et la biodiversité, mais également soi-même dans un objectif de dépassement de soi. On va également s'intéresser à la dimension psychologique du sport, découvrir comment l'envie d'accomplir peut s'accompagner d'effets négatifs pour la biodiversité et comment les sportifs prennent en compte cette problématique. Donc nous allons avoir diverses perspectives entre sportifs et chercheurs et nous allons répondre à la problématique suivante: comment allier dépassement de soi et protection de la nature? Donc nous allons pouvoir commencer les présentations. Monsieur Boinard, je vais commencer avec vous. Donc vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes chef d'entreprise de 2 entreprises. Westacro, qui est spécialisée dans la réparation, la maintenance et l'entretien d'infrastructures en accès difficile. Donc vous faites cela sur corde. Et Horus ENR, qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Vous êtes aussi auteur, conférencier dans les domaines du dépassement de soi, de la prise de risque et de l'entrepreneuriat. Maintenant, nous pouvons parler de vos exploits. Ce que vous avez fait en 2010, vous avez réalisé une expédition de dépollution sur l'Everest. Vous avez, avec votre association, ramassé 1 tonne de déchets. Et donc, pour partager cette expérience avec le grand public, vous avez écrit un ouvrage, Altitude, Ascension d'un alpiniste et chef d'entreprise engagé, qui est sorti en 2018. En 2023, vous avez organisé une nouvelle expédition de dépollution, toujours sur la chaîne himalayenne, donc sur les monts Makalu et Annapurna, qui font partie des plus hauts sommets du monde. Et en 2025, vous avez, avec votre association, vous avez pour ambition de dépolluer le 2e mont le plus haut du monde, le K2. C'est bien ça? Ok. Et maintenant, je laisse Emma continuer les présentations. Alors, Jean Corneloup, vous êtes maître de conférence en sociologie des cultures récréatives à l'Université Clermont-Auvergne. Vous êtes aussi enseignant-chercheur et membre du laboratoire de recherche en sciences sociales, l'UMR Pacte, de l'Université de Grenoble. Vous êtes également responsable du Master Management du sport, parcours conception et développement d'espaces sportifs et récréatifs innovants, toujours à l'Université Clermont-Auvergne. Et vous êtes directeur de rédaction de la revue Nature et Récréation. Enfin, vous travaillez en tant que chercheur sur les cultures sportives de nature, la sociologie et le management des risques sportifs, le marquage culturel des destinations touristiques et les formes de développement des territoires sportifs de nature. C'est bien ça? Et Virginie Boelen, vous êtes professeure associée à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Vous travaillez dans les domaines de l'éducation holistique et de l'éducation environnementale, de la pédagogie, de l'enseignement et de l'apprentissage. Vous êtes également chercheur associé au Centraire, je le prononce bien, et vous travaillez depuis mars 2023 sur un projet de formation continue d'enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire, ayant pour but de reconnecter les jeunes à la nature à travers le développement d'une éducation hors les murs. Et c'est aussi le sujet que vous avez développé dans votre thèse, soutenue en 2021, éducation, nature et spiritualité, développement d'un modèle éducationnel holistique. C'est bon. On va pouvoir commencer avec les questions introductives. Donc, quel sport pratiquez-vous, chacun et chacune? Quelle est la relation que vous entretenez avec le sport ou le sport en général?
Oui, bonjour à tous. Merci de nous accueillir parmi vos locaux et de contribuer à vos réflexions que vous portez sur la place du sport dans la société contemporaine. Voilà, donc si l'idée c'est de faire en sorte que d'où nous parlions, c'est aussi important que ce qu'on va raconter, il est judicieux de rendre compte si notre manière d'être est en correspondance avec notre vision d'intervenir en tant que chercheur ou en tant qu'acteur de terrain. Donc l'enjeu à ce niveau-là, c'est de ne pas être dans une position décalée entre dire des choses et ne pas les réaliser dans ces modes d'existence et de vie. Et nous prenons l'idée que si on veut qu'il y ait des transformations du rapport au monde, il faut aussi que chaque chercheur soit capable de faire ce qu'on appelle sa propre anamnèse pour faire ressortir les dispositions par lesquelles il va interroger le social. Et qu'en fin de compte, la manière dont on traite les objets de la sociologie ne peut se faire sans qualifier en même temps son propre regard qu'on porte sur soi, mais aussi sur la façon dont on a envie d'interroger le rapport au monde. Ça veut dire que moi, en tant que chercheur, je suis aussi un pratiquant, mais ce n'est pas obligatoire. Certains scientifiques consistent à dire qu'il faut une distance à l'objet de recherche pour pouvoir l'analyser au mieux. Nous, on n'a pas cette position. On consiste à dire au contraire que le chercheur doit être capable aussi lui-même d'être engagé dans des objets par lesquels il traite, pour avoir aussi à ce regard, je dirais, d'une participation par laquelle il a aussi des choses à dire sur ce qu'il essaye de comprendre. Donc moi, je suis venu d'une sociologie qui a travaillé sur les pratiques de l'escalade. Je suis devenu, je dirais, un passionné de l'escalade dans ma jeunesse. Et petit à petit, voilà, j'en ai fait un objet de passion, une fois d'être passé par les pratiques sportives classiques, que ce soit de l'handball ou l'athlétisme à un bon niveau. Et puis après, je suis devenu un fan d'escalade. J'ai commencé par être prof de PS, et puis après, je suis monté à Paris, mon premier poste. Voilà. Et je suis devenu passionné de Fontainebleau, et j'allais souvent à Fontainebleau. Et en même temps, dès je dirais, mon invitation dans les pratiques d'escalade, j'essaie de comprendre au fond pourquoi les gens grimpent, qu'est-ce qui les mobilise, qu'est-ce qui les différencie. Et donc j'ai choisi de faire ma thèse à Paris 11 avec Christian Possiello sur les pratiques de l'escalade, pour mieux comprendre à la fois pourquoi moi je pratique et pourquoi les gens pratiquent en tant que tel. Donc j'ai relié ma passion pour l'escalade avec l'intention d'observer et de comprendre les logiques de construction de ces pratiques, ces différences entre les uns et les autres, et qu'il n'y a pas qu'une manière de pratiquer l'escalade à Fontainebleau, mais il y a des manières. Et comment comprendre dans ce laboratoire sportif, comment saisir que dans ce lieu-là, il y a une diversité de manières de faire, comment les cultures se transforment, et ouvre un autre champ d'engagement dans les relations qui existent entre l'escalade et la société. Et ma thèse a porté là-dessus, escalade et société, contribution à l'étude d'un système, du communicationnel et des styles de pratique. Donc sans cesse, il y a des correspondances, il y a des liens avec mes engagements dans les pratiques sportives, donc qui ne se réduisent plus aujourd'hui à l'escalade, mais plein d'autres formes, où l'intention, c'est comment aujourd'hui passer d'une pratique dominante qui était la mienne, qui était plutôt orientée vers ce qu'on appelle un peu l'hypermodernité, pour ouvrir un champ qui m'ouvre à d'autres relations que j'ai envie d'instaurer avec la nature, avec les autres, les territoires auxquels je m'engage, avec lesquels je suis relié. Donc moi je suis Luc Boinard. Tout petit j'ai baigné dans un univers de vacances plutôt montagnardes. À l'école on a fait du sport, donc typiquement il fallait faire un peu de basket. J'ai fait du basket, ça a duré quelques semaines et puis les limites temporelles, spatiales me convenaient pas trop. Et par hasard, ou pas par hasard d'ailleurs, j'ai mes cousins qui faisaient du canoë-kayak, donc un sport de pleine nature. Et rapidement, j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est de manière très intuitive, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et donc j'ai basculé assez rapidement vers les sports de pleine nature. Donc l'escalade et puis évidemment la montagne après en randonnée. La légende veut que je grimpais sur à peu près tout ce qui se présentait à moi, rochers, murets, etc., etc. Et j'ai tanné mon père pour faire un premier stage de haute montagne avec l'UCPA. Et j'ai découvert la haute montagne que j'avais au préalable découvert dans des récits historiques qui ont baigné mon enfance, les Frison Roche, les premiers de cordée, etc., etc. Ce qui nourrit l'imaginaire, bien évidemment. Et j'ai basculé ensuite du monde du canoë-kayak, un sport de pleine nature par essence, parce qu'on était sur les rivières. Il n'y avait pas encore de bassin artificiel, ce qui est le cas aujourd'hui. La pratique sportive du canoë-kayak aujourd'hui se fait essentiellement sur des rivières artificielles pour une raison simple, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau dans les rivières et naturelles, et que donc on a ces spots de pratique naturelle qui disparaissent au fur et à mesure. Donc aujourd'hui on crée des bassins artificiels avec des pompes hydrauliques énormes qui consomment énormément d'énergie électrique pour pouvoir alimenter les besoins de l'activité
sportives, notamment olympiques, qu'on verra en France sur le bassin de Vers-sur-Marne. Au-delà de ça, donc j'ai basculé du monde du canoë-kayak au monde de l'alpinisme vers un stage, ensuite de l'escalade dans les calanques, dans des lieux emblématiques. Et j'ai nourri une passion forte pour l'escalade. J'ai grimpé à Fontainebleau un petit peu, mais le bloc n'était pas ma discipline. J'ai grimpé aussi sur les toutes premières surfaces artificielles d'escalade, les SAE, qui étaient à l'époque un peu des châteaux branlants. Quand on tirait sur les prix, c'était un peu, ça bougeait un peu. J'ai fait quelques compétitions et ça ne m'a pas plu, dans la mesure où on était très loin de ce sport de pleine nature. Et donc j'ai balayé l'activité surface artificielle pour me concentrer sur l'activité en grande voie ou en très grande difficulté. Et j'ai grimpé sur les sites majeurs dans la droite ligne de mes idoles, Patrick Eldinger et Patrick Béraud, à Séuse, dans le Verdon, etc. etc. C'est ce qui a nourri derrière la création de mon entreprise, vous l'avez souligné tout à l'heure. Dans mon entreprise, on descend sur des cordes, on descend en rappel sur les bâtiments, les ouvrages, les centrales nucléaires, les barrages, mais aussi les falaises pour la protection contre les chutes de rochers. Donc le cœur de métier, c'est l'accès sur corde. Et donc j'ai créé mon entreprise parce que dans le monde périphérique de l'escalade, on avait ces entreprises de travaux acrobatiques, hein, on appelle ça comme ça, ou travaux sur corde. Et donc c'est le lien entre ma passion et le métier. Donc j'ai créé mon entreprise à 22 ans, from scratch, avec un bac en poche, hein, parce que les études, c'est pas fait pour moi, vous l'avez compris. Et depuis, effectivement, je continue évidemment à pratiquer l'escalade, la très haute montagne. J'ai pas la prétention d'être suffisamment autonome pour ne pas partir avec un guide en montagne. Par contre, mon passif de grimpeur me permet d'aller faire des choses assez exceptionnelles en montagne. Et effectivement, quand on fait de la montagne, un jour ou l'autre, on se dit on va aller faire un 8000. Parce que 8000, c'est un peu le Graal pour un alpiniste, c'est un peu comme le Cap Horn pour les marins. Et en discutant avec mon guide, je dis on n'a qu'à aller faire l'Everest. Il m'a dit mais non, on va pas faire l'Everest comme ça. Il faut un tas de protocoles. Il faut faire d'abord des 6000, après quelques 7000, un ou deux 8000, et après on tente l'Everest. Chef d'entreprise, on n'a pas le temps de toutes ces années-là. Et donc je dis ce sera l'Everest, sinon rien. Et c'était donc un peu une quête, entre guillemets, un peu égocentrique. Hein, aller faire l'Everest comme ça, ça nourrit l'ego. Mais je savais que l'Everest est toujours d'ailleurs la montagne la plus polluée, la plus haute décharge du monde, la plus haute poubelle du monde. Et comme dans mon entreprise, on a une vocation très environnementale, puisque les travaux sur corde sont très décarbonés hein, par rapport à un échafaudage ou une nacelle. On a dépollué les falaises de l'Erika en 2020, suite au naufrage, 2019 et 2020, on a nettoyé toutes les falaises de l'Erika sur corde. Donc on a une vraie vocation environnementale. J'ai dit, je vais commencer par les dépolluer, cette immense montagne. Et après, peut-être, si je suis acclimaté, je tenterai le sommet, ce que j'ai réussi. Mais c'est effectivement la première opération française de dépollution de l'Everest, où on a redescendu une tonne. Donc ça guide un peu ma vie. Après, sur la pratique au quotidien, j'essaie de faire entre 8 et 14 heures de sport par semaine. En aménageant mon emploi du temps, ce matin j'étais en déplacement à l'hôtel, donc j'ai fait ce que j'avais trouvé, du vélo elliptique, parce que c'était ce qu'il y avait dans la salle de sport, un peu de pompe et puis du yoga. Mais je fais beaucoup de vélo, de la randonnée, parce que c'est des moments extraordinaires. En fait, je fais que des sports de pleine nature, hein, pour faire très simple. Je fais pas de sport où il y a des limites spatio-temporelles, ce que je disais tout à l'heure. Voilà pour ma relation au sport qui m'a amené, au travers de ma passion, à créer mon entreprise. Donc aujourd'hui, je suis un féru de sport, mais de pleine nature et de pleine conscience. Merci. Merci Luc. Alors bonjour à tous. Moi, vous avez à côté deux hommes de la montagne. Moi, ça sera la femme de la mer. Pour faire simple, j'ai un parcours un peu particulier, mais on va dire que papa, c'était la mer, maman, c'était la montagne. L'eau et la terre. Mais en fait, j'ai été happée par le vent. Et j'ai mixé tout ça avec la mer et la montagne. Alors moi, au niveau des sports, ça a été beaucoup... j'ai fait beaucoup d'escalade aussi, de la montagne avec maman, tout ça, mais c'est la mer qui m'a intéressée avec le vent. Donc j'ai fait beaucoup de funboard et de voile. Donc voilà, donc j'ai parcouru un peu le monde à la recherche du vent. Et le vent, il y a une grande symbolique dans le vent, on va le voir après. Donc voilà, donc c'était ça. Puis je suis aussi professeur de tai chi chuan. Donc, le tai chi, c'est un maître qui a observé un serpent se battre avec une grue, un combat entre une grue et un serpent, et de voir un peu ses gestes. Ce qui m'anime beaucoup, moi, c'est l'entrée en relation avec le territoire.
Et le vent, justement, au niveau symbolique, c'est ce qui est fluide. On ne capte pas le vent. On ne peut pas arrêter le vent. On ne le met pas dans une boîte, le vent. Il est libre. Et c'est cette liberté-là, de s'infuser de cette liberté-là pour rentrer en relation avec ce territoire. Ça veut dire quoi le territoire? Vous appelez ça la biodiversité, certains appellent ça la nature. Moi j'appelle ça aussi le territoire, pas au sens européen, mais plutôt au sens autochtone. Moi je suis née en Éthiopie, j'ai vécu 17 ans en Afrique et en Asie, mais surtout en Afrique, loin du paradigme occidental. Et donc ma deuxième mère, c'est la terre-mère. Elle m'a beaucoup appris. Plus que l'école. Voilà, donc et ma mission, ce que je me donne comme mission, c'est justement de développer des activités qui permettent aux jeunes de se reconnecter au territoire. Alors en matière de sport, justement, au Québec, alors j'ai pas dit, mais je suis au Québec. Donc c'est un peu différent de la France et de l'Europe. Et au Québec, il y a des activités sportives. Nous, on n'a pas besoin d'avoir des pompes dans les rivières. L'eau coule, on a beaucoup d'eau. Le pays, le Canada, le Canada, c'est le pays qui a le plus grand kilomètre au monde de côte. Et on a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Donc il y a beaucoup d'activités de canot, de canoë, le canot camping. Et donc je travaille avec un camp, les camps Odyssée, Ménogamie, où ils font des expéditions pour les jeunes, vraiment dépassement de soi, les jeunes, en canot. Et l'idée, c'est souvent mesure-toi à la nature. On voit, moi c'est l'inverse. Je suis à contre-courant de tout ça. C'est entre en relation avec la nature. Et comment? Et c'est ce qu'on va voir après. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler des relations? Quelles relations vous ont poussé en fait dans la conquête d'un espace montagnard ou maritime? Est-ce que vous pouvez... Je pense que je vais vite répondre. On n'est pas du tout dans le même paradigme. Ça veut dire quoi la conquête? Conquête de quoi? Puis dépassement de quoi? Le dépassement de soi? La conquête de quelque chose? C'est très colonialiste, autoritaire, anthropocentrique. Ça serait bien de se décentrer, alors je ne sais pas si ça résonne, de se décentrer et de sortir de... Vous m'entendez là? Est-ce que si vous m'entendez comme ça, vous m'entendez bien? Ça va mieux? Et voilà, en fait, moi, je suis dans un paradigme complètement alternatif, complètement différent. Le paradigme occidental, on est vraiment dans une posture de colonialisme, extractivisme, maîtriser les choses est très anthropocentrique, l'être humain. Ce qui a été présenté aussi, ça a beaucoup les éco-gestes. On fait des gestes, on fait des choses comme ça. C'est très superficiel. Moi, je m'inscris dans l'écologie profonde et dans la relation vraiment au monde, et dans un collectif, ensemble. Donc, je ne vais pas conquérir, mais je suis conquise. Le territoire est en moi. Je n'habite pas le territoire. Je suis habitée par le territoire. Et donc ça, c'est le principe de l'éco-formation. C'est que dans ma relation au territoire, il me transforme, plus que moi je le transforme. Et c'est comprendre comment est-ce que le territoire agit sur moi. En fait, les Occidentaux, vous êtes... souvent les Occidentaux sont aveugles, ne savent plus ce que c'est que l'essence, ne savent plus rentrer en relation avec ce territoire, ne savent pas le définir et ne savent pas quelles sont les interfaces possibles. Comment j'entre en relation? C'est quoi entrer en relation? Donc je ne suis pas dans la conquête en fait. Je vais dans une démarche d'auto-conquête. Donc on est un peu différent. C'est quoi la question? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé dans la conquête d'un espace montagnard, en l'occurrence, pour vous? Je le disais tout à l'heure, il y a nécessairement une forme d'ego. Quand on va aller faire l'Everest, on satisfait un ego. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeune youtubeur Inoxtag. Oui. J'ai eu l'occasion d'animer sur un média tout à fait nouveau que je ne connaissais pas, qui s'appelle Twitch, une discussion à 3 personnes, et j'ai pris conscience de l'importance des influenceurs. En fait, ça m'a percuté, ce mot-là, influenceur, et du risque qu'on avait à avoir des influenceurs comme ça. Je préférais qu'on ait des influenceurs comme vous, très clairement, et du nombre de personnes qui le suivent, entre 6 et 7 millions à peu près, donc c'est beaucoup plus que nos politiques. Et
de l'argent qu'il a réussi à lever juste pour aller se filmer en essayant la conquête du toit du monde. Plus d'1 million d'euros, il a réussi à lever. Moi, j'ai réussi à lever 250 000 $ péniblement pour aller dépolluer 2 montagnes en Himalaya au printemps dernier. Donc on est sur des paradigmes qui sont totalement différents. Mais nécessairement, quand on va vers l'Everest, enfin, quand on dit je veux aller au sommet de l'Everest, il y a une notion de satisfaction de l'ego. Je veux dire, je suis le 8532e sommet occidental au sommet de l'Everest. Il y a une petite part de concours et de challenge. Évidemment, maintenant, j'essaye, par la relation que j'ai à la nature, de donner du sens à mes actions et à mes projets. Ok, la conquête, parce que voilà, malgré tout, il y a un sommet, il faut l'atteindre, il faut se battre, il faut évidemment s'entraîner, se préparer et se dépasser pour y aller. Mais quel sens on donne à cette action-là? Et c'est la question que je posais en substance lors de cette interview. Quel sens il donne, à quel message il veut faire passer à ces fameux 7 ou 8 millions de suiveurs, de followers? C'est quoi qui se passe? Enfin, c'est quoi qu'on passe comme message derrière? Et ça me paraît être fondamental aujourd'hui. Alors, oui, la conquête pour l'objet, la conquête pour soi, pour se satisfaire soi, mais avec du sens. En tout cas, à mon sens. Oui, évidemment, il y a plusieurs manières de répondre à votre question qui déjà interroge la manière dont vous la posez, et vous considérez que d'une part, la notion de conquête a du sens, et elle explique pourquoi je vais aller en montagne, ou je vais aller dans différents lieux, là où il y a une grandeur par laquelle j'ai envie de me frotter, de me confronter, et de développer une façon de voir le monde. La notion de conquête, il faut toujours après les inscrire dans les formes culturelles auxquelles sont associées la manière de faire de la nature. Il y a la forme moderne, c'est celle qui a dominé pendant plus d'un siècle la manière de voir la nature. La conquête, elle renvoie à une symbolique ascensionnelle, passer du bas pour aller vers le haut et se rapprocher des sphères célestes, de Dieu, de l'homme supérieur, des individus qui sont dans l'excellence. C'est une conception de la pratique. Devenir maître et possesseur de la nature et s'inscrire dans une approche anthropocentrique ou naturisme, comme dirait Descola. C'est une vision de l'activité. Est-ce que moi je suis là-dedans? Je n'ai pas envie de conquérir quoi que ce soit dans l'intention de me rapprocher des catégories sociales supérieures, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui vont là, ce sont les milieux supérieurs qui ont les dispositions mentales, psychologiques et sociales et financières pour le faire. Mais il y a aussi, évidemment, l'intention de dire que lorsque je vais faire ces activités, j'y vais pour appartenir à ceux qui ont la prétention de dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Est-ce que moi j'ai cette prétention? Pas du tout. Donc il y a toujours un rapport avec la vallée, les gens du bas, qui sont capables d'y aller, qui n'ont pas la culture, la disposition pour faire partir de cela. Et en même temps, il faut connaître les codes du jeu. On n'y va pas simplement pour dire on a gravi cela. J'y vais parce que ces codes que je vais m'approprier vont permettre de légitimer ma supériorité par rapport aux autres. La bourgeoisie n'existe que parce qu'elle n'est pas de naissance inscrite dans la supériorité des autres comme l'aristocratie, elle doit le prouver par sa valeur. Et donc, lorsqu'on fait de l'alpinisme, on y approprie des profits symboliques, sociaux, psychologiques, spirituels, qui légitiment le pourquoi je suis à ma place dans cette en tant que tel. Donc, il n'y a pas de séparation entre la manière de pratiquer et de vivre l'escalade, la manière dont j'ai envie d'être quelqu'un dans la société. Donc ça, c'est le modèle dominant, la conquête, la domination, pour aller au sommet, là où enfin je vais pouvoir faire ressortir l'exaltation d'avoir réussi quelque chose de grand. Puis après, il est arrivé ce qu'on appelle les Californiens, dans le logique contre-culturelle. Le sommet, ils n'avaient rien à faire. Il ne fallait surtout pas aller au sommet, il fallait l'enlever. L'important, c'était une communication en profondeur, pour retrouver des racines plutôt, on va dire, orientales, pour envisager autrement ma symbolique, je dirais, de correspondance avec les profondeurs de la nature. Donc c'est une autre symbolique, une autre vision du monde qui est apparue. Et puis après, arrivent les années 80, c'est ce qu'on appelle le mouvement des édos sportifs. L'enjeu, c'est plus le sommet, c'est la voie. Et l'important, et dans certains cas, même dans les Alpes, avec les voies Piola, le sommet, on s'en moquait complètement. C'était la performance, la réalisation d'une difficulté de 6, de 7, à beau, extrêmement à beau, etc. Donc on est rentré dans un autre registre du rapport à la nature, où l'important, c'est réaliser une cote dans des gestuels, dans une relation plus ou moins engagée avec le milieu. Et donc on voit qu'à ce niveau-là, la notion de conquête, c'est une manière de voir la nature, parmi d'autres, avec aujourd'hui des approches plus écologiques qui ont envie justement de repenser le rapport avec celle-ci, dans une intention d'être peut-être dans une communication qui ouvre d'autres registres, non pas dans la pratique en tant que telle, mais dans la pratique dans laquelle j'avais envie aussi de créer une habitabilité du milieu de vie. Donc l'enjeu, c'est pas être au-dessus de la nature,
pour, une fois avoir grimpé, sortir de ce lieu-là pour retrouver le monde urbain auquel je vais associer. Il y a aussi des pratiques qui s'inscrivent dans une habileté de proximité, où l'enjeu, c'est de vivre dans les espaces auxquels je vais t'associer, pour développer d'autres correspondances, d'autres relations avec les modes de vie et mère de fait, en transition, avec la conception qui est anti-moderne, parce qu'il ne s'agit pas simplement de reproduire les logiques, je dirais, de reproduction de la société moderne, qui peut aujourd'hui s'interroger, puisqu'il y a une sorte de limite à cette considération que la logique anthropomorphique est la seule par laquelle je peux considérer que la nature que je vois, c'est en même temps le même miroir que j'ai sur moi-même, et l'intention de considérer qu'elle n'est pas en tant que telle vivante, dans une approche très spécifique, telle qu'aujourd'hui on peut le concevoir dans la vision orthodoxe de ce que vous entendez par la conquête, et je n'ai pas du tout envie de considérer que la conquête, mais vous avez raison de poser la question, la seule manière d'envisager la relation et la manière dont les gens ont envie d'aujourd'hui de vivre le rapport à la nature. Merci beaucoup. On va passer à une question suivante. Est-ce qu'on peut vous demander d'où vient votre engagement dans la préservation de l'environnement ? Parce que vous avez parlé de conquête et de dépassement de soi, mais du coup, est-ce que vous avez eu un moment précis où vous avez eu un déclic, où vous vous êtes dit, il y a plus que soi? Je vais répondre. Moi, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. En fait, je suis ingénieure au départ. Je suis ingénieure chimiste polymériste. Et quand j'ai été maman, il y a cette notion de transmission. Transmettre à mes enfants ce que j'ai en moi. Et l'école, ça a été un constat, l'école était pauvre, était médiocre dans sa façon d'enseigner, très cognitive, elle ne touche très peu à l'émotion, très peu au corps, et encore moins aux questions existentielles et de sens. Et donc j'ai commencé à créer des activités parascolaires pour les jeunes. Est-ce que ça va mieux ça résonne beaucoup. Pour les jeunes, ça s'appelait l'arbre de vie, et l'idée c'est justement l'idée c'est de développer la curiosité d'esprit du jeune et son autonomie créative à partir de ce qu'il est, dans son rapport au monde. Ça résonne beaucoup là. Ah, ok. Là ? Ok. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que moi, en étant ingénieur, quand j'ai développé des activités, je suis retournée faire un programme court en éducation relative à l'environnement, et ensuite ça a débouché un doctorat, pour théoriser finalement ce que j'ai vécu en Afrique, ce que j'ai vécu dans cette relation au territoire, pour apprendre aux jeunes à se reconnecter avec eux-mêmes. Donc je pense que pour moi, la voie, c'était à la manière occidentale, théoriser, donc développer une thèse, un modèle d'éducation qui permette aux jeunes de les conscientiser. Ce matin, on a parlé du sens, mais on a parlé aussi beaucoup, je trouve, des éco-gestes. Moi, je fais ça, l'alimentation, je fais ça, on plante des arbres, tout ça. Ok, c'est bien, c'est beaucoup des éco-gestes, mais toi, comment toi tu entres en relation? Comment tu passes du temps avec cette nature? C'est la personne qui était assise ici, Patrick, qui a un peu abordé cette notion dans la marche. Je marche, je décante, je laisse tomber, j'arrache, j'enlève pour vider et me remplir d'autres choses. Donc là, on est dans des dimensions plus psychosociales du rapport au territoire et non une dimension environnementale, gestionnaire, on gère un environnement problème, nature, biodiversité, problème. On est totalement dans autre chose. On est dans... C'est pas un je cela, j'analyse, je gère, mais un je tue, un dialogue. J'établis un dialogue avec toi, nature. Et donc on est totalement dans une autre approche. Et c'est ce que je développe dans les écoles. Et techniquement, enfin concrètement, au Québec, le ministère de l'Éducation est très soucieux du phénomène d'éco-anxiété qui touche les jeunes, qui a un impact sur la réussite éducative. Et la réussite éducative, c'est pas la même chose que la réussite académique, c'est plus large que ça. Et de dire, les jeunes, la recherche a démontré qu'un jeune qui était reconnecté à la nature, c'était un jeune qui développait une attitude beaucoup plus positive face aux enjeux de changement climatique, était beaucoup plus proactif. Et de développer cette notion d'apparentement, faire lien, faire solidarité avec le territoire, parce qu'on sent qu'il y a un lien d'interdépendance. Pas parce qu'il y a des changements climatiques et des problèmes, c'est parce qu'on aime. Parce que ça fait corps, on fait corps avec.
Et donc ça touche toutes les questions du sens, donner du sens à ce que je fais. Et du coup, les jeunes, ils développent ce sentiment positif, ils font partie de ce territoire, et ils font pas les choses parce qu'on nous dit de le faire et parce qu'il y a un problème, c'est parce que ça fait partie d'eux-mêmes. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, comment concrètement on fait pour changer. Donc c'est des prises de conscience, mais intérieures, profondes. Question du sens. Et quand on dit sens, il y a 3 choses. Sens, signification, quelle signification je donne aux choses, quel sens de la direction, quelle direction je donne à ma vie, et les sens, les sens sensibles, corporels, tous les sens intérieurs. Le phénomène déclencheur, c'est ça, hein, la question de base. La question de base, c'était... parce que j'écoute beaucoup, mais j'oublie vite. D'où vient votre engagement dans la préservation de l'environnement? Je reprends juste un tout petit mot sur la notion de conquête. J'ai toujours fait la compétition étant gamin, donc je suis un compétiteur dans l'âme, et quand on est des chefs d'entreprise, on ne peut pas ne pas être compétiteur. On a une chance quand on fait du sport, c'est qu'il y a 3 places sur le podium, médaille d'or, d'argent et de bronze. Quand on répond à un appel d'offres pour attraper un marché, il n'y a qu'une seule médaille, c'est la médaille d'or. Donc on est nécessairement compétiteur. Donc la conquête, chez moi, je conquis. Je suis en permanence en conquête de marché. Quand je recrute des gens, pour moi, c'est des conquêtes au sens noble du terme. Voilà, donc on a effectivement une appréciation du mot conquête qui est tous différente en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on est. La relation à la nature, je pense qu'elle est très ancienne. En faisant de la randonnée, alors le monsieur, j'étais pas là ce matin, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Quand on fait de la randonnée, surtout au long cours, pas la randonnée de 2-3 heures, mais la randonnée de plusieurs jours sur des circuits longs, on est obligé de s'abandonner. On est obligé de tout abandonner de toute façon. Et puis à l'époque, quand on faisait de la randonnée, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Si je prends un exemple très concret, quand on a traversé le GR20 de la Corse, c'était en 1984, pardonnez-moi pour les plus jeunes, il y avait un ravitaillement tous les 5 jours. Voilà, donc on devait marcher pendant 5 jours avec notre propre ravitaillement, et ensuite on pouvait trouver de quoi se renourrir. Aujourd'hui, le GR20, la traversée de la Corse, tous les soirs vous avez un refuge, tous les soirs vous pouvez manger un mars, un coca, un machin, un truc, un bidule. C'est comme en Himalaya, mais ça c'est l'évolution, c'est comme ça. Et donc quand on marche comme ça au long cours, on est obligé effectivement d'abandonner. Et quand on marche dans des paysages ou quand on navigue sur des rivières de pleine nature, il n'y a pas un pet de déchets. Et donc les déchets, moi c'est ma préoccupation. On a d'autres, c'est les gaz à effet de serre, plein d'autres choses extrêmement importantes pour la protection de la planète. Moi c'est les déchets, c'est comme ça. Et dès que j'ai vu un papier de bonbon par terre quand j'étais gamin, je le ramassais. C'est comme ça, c'est mon entrée dans le rapport à la protection de la nature. Et donc, en fait, ça fait sens, je m'aperçois que ça fait sens. Des pollutions de l'Himalaya, on a juste, de l'Erika, pardon, on a juste ramassé les déchets pétroliers. On a nettoyé la falaise, on a fait du ramassage de déchets, c'était gros déchets. Et en Himalaya, c'est ce qu'on est allé faire. Et c'est dramatique ce qui se passe, parce qu'en fait, le déchet, on s'aperçoit qu'il y a des microplastiques au sommet de l'Everest. On s'aperçoit que les matériaux technologiques des combinaisons qu'on porte, elles s'auto-dégradent, elles s'auto-détruisent, elles libèrent dans l'atmosphère et dans la neige éternelle des micro-déchets. Donc on en retrouve là-haut déjà de manière importante. Donc moi, ça a été ça, parce que j'ai traversé la nature aux randonnées au long cours, vécu dans des paysages vierges, où le déchet m'est sauté à la gueule et que j'ai lancé ces actions de nettoyage. Alors les gens, quand je suis revenu de l'Himalaya, ils m'ont dit mais oui, mais les fossés en Mayenne, dans mon département, sont aussi dégueulasses. Pourquoi tu as été jusqu'en Himalaya dépollué alors qu'en Mayenne, les fossés sont dégueulasses? Ah oui, c'est pas con. Donc j'ai organisé des opérations de nettoyage des fossés auprès de chez moi, parce que ça faisait sens avec mon activité. Et c'est vrai qu'en se promenant en vélo, quand on regarde un petit peu sur le côté, c'est franchement dégueulasse. Et du déchet, il y en a partout. Enfin, en région parisienne, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà, moi, c'est comme ça que ça m'est venu, et c'est comme ça que le sens, il est là, c'est ma direction, c'est les déchets, et dès que je peux enlever un déchet quelque part, je le fais. Oui, on est là à la fois pour présenter notre manière de voir le monde et répondre aux questions. On est aussi pour échanger avec les personnes avec lesquelles on est ici. Et on doit aussi essayer de dialoguer et de voir en quoi nos propos
je dirais, se complètent, se combinent ou parfois peuvent se différencier. Voilà. Donc là, mon collègue a simplement essayé de dire que moi, je suis une personne qui m'est construit moi-même. Je suis chef d'entreprise, j'ai prouvé mes valeurs, et plus je suis capable de faire valoir ma compétence à être un acteur performant, mieux j'ai réussi. C'est qu'un modèle d'entrepreneuriat. La figure de l'homme qui se fait soi-même, c'est très bien, mais aussi que l'entrepreneuriat est lié à des relations, est lié à des parties prenantes avec lesquelles je vais s'associer, et qu'il faut être capable aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le nouvel esprit du capitalisme, de repenser la manière de penser le management et les façons de faire collectif avec d'autres personnes. Et puis à côté de cet entrepreneuriat classique, on va dire assez capitaliste, mais je ne critique pas les capitalistes, il existe aussi une économie sociale et solidaire qui dit que les associations, les coopératives, sont aussi des registres entrepreneuriaux qui méritent le regard et qui essayent justement de repenser nos rapports aux objets. Et d'autant plus si on essaye dans le durable, puisque vous êtes ici, eh bien l'idée c'est de dire que si on veut être un entrepreneur aujourd'hui performant, c'est pas simplement en me pensant dans mon entrepreneuriat tel que je le fais, mais il faut penser le rapport aux ressources, aux déchets, à la recyclerie. Donc on repense le modèle de l'entrepreneuriat parce qu'il est obligé de faire avec d'autres acteurs publics. Et d'un seul coup, le public arrive. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat se pense aussi une approche marketing pour voir comment le public et aujourd'hui les réseaux sociaux interviennent pour dire que ce n'est pas l'acteur lui-seul qui décide la manière de faire, mais il doit composer avec les différentes résistances qui existent, avec les publics, avec les consommateurs qui ont un pouvoir bien plus qu'avant pour participer à la définition de la valeur dans les différentes entreprises qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que je me permettais une nuance, sans remettre en cause la logique de l'entrepreneur et sa puissance de faire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'entrepreneur ne peut exister que s'il s'investit énormément. Et tout entrepreneur qui est aussi dans son projet professionnel, c'est qu'il ne compte pas sur ses heures, il s'investit énormément et il doit évidemment faire valoir cette disposition à la réussite, parce que c'est la gage d'une performance et d'une implication de son chiffre d'affaires et du développement de son entreprise. Je ne remets pas du tout en cause ce que vous dites, mais ils ont besoin de faire des compléments pour essayer d'analyser autrement l'existence non pas d'une forme de développement, mais de plusieurs formes de développement qui peuvent être très attachées à la République, à l'État, au ministère, mais qui peuvent aussi être aux différentes institutions qui existent dans les fédérations, qui sont ces acteurs extrêmement performants, mais il existe aussi d'autres logiques de développement auxquelles il faut s'associer et qu'il faut évoquer. Après, sur la question de la protection, là encore, c'est une question fondamentale qu'il faut évoquer. Soit vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est la protection, parce que je veux faire en sorte d'être quelqu'un de responsable et qui va œuvrer pour protéger. Mais protéger quoi? Est-ce que je suis là pour protéger la nature, son écosystème, sa biodiversité? En elle-même, elle a besoin d'être protégée pour qu'elle puisse retrouver une sorte de disposition à s'autoproduire en fonction des nouveaux des registres par lesquels elle a les ressources pour agir au mieux. Et donc on met en place des réserves naturelles, etc., des parcs nationaux pour la protéger, etc. Mais est-ce qu'en fin de compte, on protège vraiment la nature ou on protège avant tout nos capacités à profiter de cette ressource? Parce qu'en ce cas-là, protéger quoi? Protéger notre ressource pour continuer à maintenir le terrain de jeu. Donc on veut que cela puisse continuer à perdurer. Est-ce que l'enjeu, c'est la protection? Ou est-ce que l'enjeu, c'est de changer de modèle pour ouvrir un autre système d'action et de relations avec la nature et différents dispositifs par lesquels on a envie de faire? Donc tous les propos qui sont évoqués ici, mais dans d'autres lieux, c'est il faut protéger, des éco-gestes, faire attention à nos mobilités. Est-ce que ça suffit à changer le monde? Qu'est-ce qui est le problème de cela? C'est que toutes les pratiques que vous avez évoquées dans la manière de protéger les performances, le sport de haut niveau, etc., ça s'inscrit dans une forme culturelle qui définit la manière de voir le rapport à soi, aux autres et à la nature. La question qui est ici posée, est-ce qu'on peut simplement aménager la périphérie sans changer le centre par lequel se construit le rapport aux activités, à la société, aux différentes dimensions auxquelles il est lié? Et le principe que je donne ici, c'est qu'il n'y aura pas de transition sociétale sans transition récréative. Ce qui veut dire que l'enjeu n'est pas de changer la périphérie, c'est de changer le noyau et d'inventer de nouvelles formes culturelles qui posent une autre manière de voir le rapport aux activités, à la nature, aux symboliques par lesquelles elles prennent place. Et tant que vous serez dans la protection de la nature, il n'y aura pas de transition en tant que telle. Vous aménagez simplement le milieu pour continuer à bénéficier de la nature, ce qu'elle vous apporte, c'est le service écosystémique, c'est une logique de la ressource. Est-ce que l'enjeu, c'est la ressource? Ou est-ce que l'enjeu, c'est de changer le rapport à la nature pour en faire un objet vivant, une entité non humaine, mais vivante, avec laquelle vous voulez repenser la reliance et les formes d'agrégation et, je dirais, de sympathie avec elle?
Donc c'est ce modèle-là qu'il faut discuter. Et moi, je suis complètement, je dirais, éloigné de cette idée de dire que l'enjeu, c'est la protection. L'enjeu, ce n'est pas du tout la protection. L'enjeu, c'est de donner naissance à d'autres formes de relations avec la nature via les formes culturelles que j'ai pu développer dans les travaux que j'ai pu faire. Mais surtout, lorsque vous êtes dans la protection, il n'y a surtout pas la question fondamentale qui est posée. Quelle est la forme légitime de pratique que vous voulez renforcer, porter et partager avec d'autres dans un univers de sens? Et ce univers de sens, où va-t-il se trouver? Non pas dans la protection, dans la façon dont ensemble des gens construisent un projet culturel de développement au sein de l'espace public. Et l'enjeu de la protection n'est pas une logique aménagiste ou de réduire les nuisances pour le faire dans la nature. L'enjeu, c'est l'espace public. Comment ensemble on définit un projet? Parce que la protection, c'est quoi? Si vous ne définissez pas les formes de protection possibles, les finalités que vous recherchez, les manières de toucher certaines choses et pas d'autres. Vous oubliez que la protection n'est pas une et unique. Il y a des formes de protection, des logiques de faire et des manières d'intervenir, non pas sur la protection, mais nos mots propres pratiques. Se protéger, c'est surtout, moi je ne bouge pas, mais je vais nettoyer, etc. C'est super, mais la pratique en tant que telle a été influencée, surtout pas. J'ai envie de continuer de faire comme j'ai aimé le faire, jouir et continuer à jouir ou de pouvoir encore exceller dans ces espaces qui m'apportent tellement de bien-être. Donc c'est pour ça que la protection, c'est une impasse. Et je la critique, je la refuse complètement. Et c'est cela qui me semble fondamental. Puisque vous êtes inscrit ici dans ce master d'intention de contribuer à la logique du bioterre, donc qu'est-ce que vous faites de la terre? Vous voulez simplement la protéger ou envisager autrement ce qu'elle est, les symboliques portées par elle et les manières de construire notre alliance. Donc ce que j'ai dit dans le dernier numéro de Nature et Création, eh bien, il n'y aura pas simplement un enjeu de biodiversité sans une biorécréativité qui engage autrement la façon de concevoir les pratiques. Et donc l'enjeu, c'est la biorécréativité qui interroge nos manières de voir nos liens avec les la microécologie des mondes vivants, par lesquels c'est les pratiquants eux-mêmes qui changent leur rapport à la nature. Ce n'est pas simplement la nature qui va changer, c'est vous, dans la façon dont les interstices vont prendre place, en vous intéressant aux nuances. La biodiversité, c'est les nuances. Donc, la biorécréativité interroge les nuances de la façon dont vous allez créer des micro-liens de proximité avec les êtres vivants, humains ou non humains, qui renvoient à notre registre dans la façon de concevoir votre présence au monde. Et c'est ça l'enjeu fondamental sur lequel il faut aujourd'hui mettre l'accent, et non pas simplement protection, protection, protection. C'est une continuité de la modernité, sans changer, profondeur le modèle, et participer à la transition globale de la société contemporaine. Je veux bien réagir à ce que dit Jean Cornelou, parce qu'en fait, oui, j'abonde dans son sens, parce que on est dans un paradigme, en fait, ou une épistémée, une façon de voir le monde, une façon d'interagir avec celui-ci, et en fait, on est dans un paradigme industriel, de consommation, techniciste, et pas symbiosynergique, d'entrer en relation avec. Donc, tant qu'on ne se questionne pas et on ne se remet pas en question, ça ne marchera pas en fait. Il y a vraiment Edgar Morin parle de métamorphose, il y a vraiment un désir de changement, j'ai envie de dire presque radical. Il faut changer, il faut se questionner, se remettre profondément en question. C'est tout le principe de l'écologie profonde de Harnas, qui a été fortement critiqué dans les années 70 comme étant un peu extrémiste, mais on en vient en fait. Et là, il revient en force, la pensée de Harnas. Et quand on parle justement de développement durable, si vous regardez les textes onusiens du développement durable, au départ, au niveau historique, avec les accords de Rio, c'était plutôt l'éducation relative à l'environnement. L'environnement était central. La vocation, c'est rétablir un réseau de relations saines entre l'être humain et la Terre. Et les textes onusiens, avec le développement durable, il y a une troisième poupe. Il y avait l'être humain, l'environnement et l'économie. Et donc là, on est vraiment dans une perspective, encore une fois, utilitariste, commerciale, anthropocentrique, tournée sur l'être humain. Et donc là, c'est re-questionner ces enjeux et de revoir un peu quel est notre rapport au monde. Et j'aimerais bien faire du pouce, ce qu'a dit Luc aussi, cette notion de, finalement, quand on parle, ce que chacun, les uns et les autres, on a fait. Et ça a été documenté au niveau scientifique. Les changements, il y a quand même... oui, c'est le commun, c'est ensemble, mais il y a quand même un désir, il y a une nécessité quelque part de leadership. Il faut oser le faire. Il faut vraiment... Et donc, on a besoin de leadership aussi. C'est un mix, je pense, des deux. De commun, mais aussi des gens qui vont plus loin que les autres. Cette forme de leadership participatif. Pas moi, tout seul, mais ensemble.
Donc c'est la question aussi, re-questionner cette notion de leadership en matière de re-questionner notre rapport au monde. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Cornelot, vous n'avez parlé du changement de comportement. Est-ce que justement, selon vous, le sport peut-il jouer un rôle dans la sensibilisation à l'environnement envers le grand public? Madame Bouelen, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Je vais vite répondre, je laisserai parole à messieurs. J'avais justement annoncé un peu, je travaille avec un camp où ils font des expéditions pour les jeunes. C'est assez progressif. Les enfants, ils font ces camps à 7 ans, ils font 2-3 jours d'expédition de canot, puis après 1 semaine, et ça va jusqu'à 5 semaines. C'est à Broadback, c'est vraiment dans le nord au Québec. C'est vraiment très très intense et très puissant. Et une autonomie totale. Là, il n'y a aucun ravitaillement pendant 5 semaines. Donc c'est vraiment, donc ils préparent l'expédition, tout ça. Et il y avait vraiment cet enjeu de, je prépare l'expédition, moi, la conquête, justement l'exploit. Et là, on retravaille totalement le concept. C'est pas moi, l'expédition, c'est le nous en relation. Et là aussi, on est un territoire Atikamekw. On est un territoire des Premières Nations Atikamekw, dont justement leur force, c'est justement cette connaissance du territoire. Et ce sont d'excellents canots, enfin des pratiquants de canots. Et donc c'est aussi d'entrer en relation avec ces habitants du territoire et de s'inspirer de ce territoire, de cette philosophie, cette écologie relationnelle, si je puis dire. Et donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et on revoit les activités et de faire donc des pratiques de se donner du temps pour laisser la nature entrer en soi et dialoguer avec soi-même et permettre ce dialogue en fait. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes, en fait, pour l'avoir expérimenté, il y a eu un premier prototype, on va dire, cette façon. Les jeunes, ils adorent ça. Et la petite expérience, c'était de se laisser inspirer au travers. J'avais commencé par un conte, expliquer ce territoire qui est Atikamekw, la relation des Atikamekw au territoire, comment nous, est-ce qu'on pourrait s'inspirer, comprendre ce que ça signifie pour nous et rentrer avec nos sens. Et au début, et puis après, c'est de prendre le temps de dessiner un petit peu, dessiner quelque chose qu'on voit, qui nous attire, pour rentrer. Le dessin est intéressant pour rentrer en relation. Et les jeunes riaient au début. Mais à la fin, ils sont venus vers moi et m'ont dit « C'était la plus belle chose que j'ai fait en 15 ans d'expédition, enfin de camp de jour que je fais depuis... quand ils avaient 20 ans, il y a des moniteurs, certains... En fait, souvent, ceux qui font les camps deviennent moniteurs. Donc après, ils ont 15 ans d'expérience. Et c'est de dire c'est quelque chose qui est fondamental. Finalement, je ne connais pas du tout le lieu où je suis. Ah, je sais où est la cafette. Je sais où sont les toilettes. Je sais où est la plage. Mais je ne sais pas où est l'arbre. Je ne sais pas où est le lieu où le vent circule. Donc c'est une approche au territoire qui est complètement différente. Et les jeunes, en fait, ils ont soif de ça. Et c'est ça qu'on voit. Et en fait, ces activités de reconnexion, elles se font tout au long des expéditions. C'est ce qu'on est en train de les introduire dans l'expédition. Et donc là, on établit une relation du jeune au territoire. Ça transforme. Est-ce que le sport peut être un facteur influençant sur protection de l'environnement, sur une conscience environnementale? Je vais être très concret, ça dépend du sport. Si vous faites de la Formule 1 à Bahreïn ou si vous faites de la randonnée pédestre en bord de mer, c'est du sport. Après, il y a du divertissement, enfin, ce que je vais considérer moi comme du divertissement, on va nommer le golf. Et quand je vois qu'on arrose des pelouses de golf en pleine canicule, je ne suis pas certain que ces divertissements sportifs puissent être moteurs dans la prise de conscience de notre écosystème et de sa préservation en vue des générations futures. Le canoë-kayak, qui était par essence un sport de pleine nature, s'est fourvoyé avec ses stades d'eau vive artificiels. L'escalade de pleine nature s'est fourvoyée avec ces salles d'escalade artificielles. On parle bien d'artificialisation du sport. Donc tout dépend voilà. Oui, probablement qu'à certains égards, le sport peut être moteur, mais aujourd'hui, de ce que je vois de la pratique consumériste ou de la tendance forte, on va prendre le vélo. Avant, le vélo, c'était un effort musculaire.
Aujourd'hui, tout le monde a un vélo électrique. Alors effectivement, on fait des choses en vélo électrique qu'on ne ferait pas en vélo musculaire, dont acte. Mais le vélo électrique, c'est des batteries, c'est de la merde en barre. C'est de la merde en barre, excusez-moi, mais c'est très mauvais pour la planète. Donc il faut vraiment et pourtant c'est du loisir, et pourtant les gens y vont sous couvert de de respirer la pleine nature, d'être en contact avec la nature, ou de mieux gérer leur corps, etc., etc. Donc je ne suis pas certain que le sport soit si vertueux que ça en matière de prise de conscience de ce qu'on doit faire pour protéger la planète, en tout cas la préserver. Oui, sur la question de sensible et que le sport en lui-même est-il vertueux, le sport en lui-même n'est pas vertueux, ne porte pas une capacité à participer à ce pourquoi vous souhaitez en faire un objet référentiel qui en lui-même, il est propre, il est sain, il est magnifique, il est éloigné de tout profit et de toute logique partisane et dominatrice. Ça ne tient pas. Le sport de compétition existe parce que j'ai envie de battre l'autre, autrement ça n'existe pas. Et tous les moyens sont bons pour faire valoir ma dextérité à réussir là où d'autres n'ont pas réussi. Donc dans le sport, il y a autant de réussite que de casse. Parfois même plus de casse, parce qu'il faut oublier que le sport, et je vous renvoie simplement à Jean-Marie Brome, qui a bien expliqué comment il y a de la violence extrêmement forte dans le sport et des multiples accidents qui amplifient les visions autres qu'on peut avoir d'un sport en lui-même, magnifique et porteur de valeurs exemplaires. Donc ça ne marche pas, ça. Donc il faut simplement comprendre qu'il n'y a pas un sport, mais il y a des sports. Et la logique de la sensibilité n'est pas la même selon les pratiques auxquelles on va s'adresser. Mais surtout, il y a un changement du rapport au sensible. La modernité est construite sur l'idée que le sensible n'a pas sa place. On est là pour faire valoir la morale, l'abstrait, la connaissance, la capacité à maîtriser des techniques et à être capable de faire valoir une maîtrise de l'objet. Voilà. Ça, c'est la culture moderne. Apparaît les années 80, un peu 70, après on arrive à une autre culture. On est passé d'une culture ascensionnelle, de la domination, de l'ascension, pratique énergétique, et la pratique de la glisse. La pratique de la glisse, d'un seul coup, c'est une autre sensibilité qu'on va avoir, qui relève du vertige, des émotions, de la gestuelle par laquelle on va passer. Donc qui ouvre un autre registre du rapport à l'activité, et les sensibilités ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'en le rapport aux activités, il y a des modèles éducatifs qui se transforment. Avec des générations de professionnels qui ne sont pas les mêmes. Il y a une culture des moniteurs, c'est une culture de la transmission par laquelle ils vont s'appuyer, et qui vont essayer de transmettre pour devenir des pratiquants qui vont maîtriser les codes, les manières de faire. Donc on a l'apprentissage en tant que tel pour maîtriser tout le processus pour devenir un athlète de haut niveau ou un sportif confirmé. Puis après, vous êtes rentré dans la culture de freeride, freestyle des années 80, où l'enjeu c'est de faciliter l'adaptation pour qu'on soit le plus rapidement possible dans la sensation. Donc on a changé complètement de modèle. Et donc les pédagogies nouvelles sont arrivées à ce moment-là. Donc l'enjeu c'est l'individu et comment on peut l'accompagner pour être sensible à soi dans l'intention de renforcer sa disposition à la jouissance. Et dans ce cas-là, on est passé d'une culture masculine, phallique, à une culture autre du rapport au sens, qui est plus engagée dans le plaisir de soi. J'appelle ça des pratiques plutôt clitoridiennes, parce que l'enjeu, c'est de favoriser le plaisir de soi dans l'effleurement des rapports aux espaces, sans aller sur la profondeur. Tous les aménagements de la nature aujourd'hui sont faits pour jouir au plus vite, sans avoir une confrontation avec des contraintes à laquelle on peut être soumis. Ce qui veut dire que dans les modèles de transition qui sont apparus, on est passé dans la matière de voir la pratique d'une logique où je suis spectateur, j'observe, on m'apprend à découvrir les choses, de l'apprentissage, c'est fondamental de l'éducation classique, hein. On va découvrir les objets, on est spectateur, la logique de l'expérience. Et aujourd'hui, il existe du marketing de l'expérience, dans les différentes sortes, l'individu soit acteur, et puis jouir au maximum. Et toutes les cultures professionnelles aujourd'hui ne parlent que de termes fondamentaux, c'est émotion, sensation et plaisir. Et tout doit être là-dedans. Donc on a appauvri la culture professionnelle en limitant ce qu'on va faire à des jeux de manège par lesquels on va faire de la via ferrata, un parc aventure ou je ne sais quoi d'autre. C'est ça que vous voulez transmettre aux gens aujourd'hui? C'est la culture référente? Vous, en tant qu'étudiant de ce master, c'est là-dessus que vous voulez vous situer? Jouir encore dans des expériences qui limitent la complexité du rapport au milieu, ou vous voulez développer autre chose? Je dis qu'aujourd'hui, il faut rechanger la culture professionnelle parce qu'on a appauvri la conception de l'éducation, de la relation et de la transmission de ce qu'on veut faire. Je vous invite à revenir à la pédagogie du jeu, des jeux scouts,
des jeux d'éducation populaire qui avaient un contenu beaucoup plus développé qu'ils le sont actuellement, nécessitant de revoir notre conception de ce qui sensibilise les gens à notre rapport, à ce qui peut ouvrir un autre champ du rapport au monde. Et une fois qu'on est passé de la dominante des années jusqu'aux années 70, mais qui reste encore fort, tous les pratiques touristiques aujourd'hui, la seule chose qui y passe, c'est découverte, 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 découverte. Ils n'en ont pas marre d'évoquer toujours le même registre par lequel on vous invite à comprendre un territoire, comme si le territoire n'était là que pour le comprendre, de l'extérieur. Puis après, je retourne vite à la ville, une fois que j'aurai acquis un minimum de connaissances, pour dire j'ai passé des vacances heureuses, parce que j'ai acquis un certain nombre de connaissances qui ont augmenté ma culture touristique. Puis après, on est rentré dans l'expérience. Est-ce que ça suffit? On veut jouir, on veut être dans l'action, etc. L'enjeu aujourd'hui, c'est non pas la découverte, l'expérience, mais c'est l'habitabilité. Voilà une notion fondamentale que vous devez approprier. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ce que ça veut dire. Mais on a beaucoup travaillé sur cette notion d'habitabilité qui commence à apparaître et qui essaye de vous inviter à voir autrement la façon de créer des liens avec différentes dimensions qui vous invitent à rentrer dans une communication beaucoup plus subtile, en profondeur et ancrée dans le temps passé à l'intention de vivre dans une communication en profondeur et exhaustive et aussi holistique, comme dirait ma collègue, dans l'intention de penser autrement que dans une logique binaire, performance, jouissance, où l'enjeu c'est avant tout moi, ou le collectif auquel je suis associé, et non pas le milieu et les territoires auxquels j'ai envie de me situer. Et un des enjeux de demain, c'est justement changer la conception du tourisme, parce que vous êtes lié à cela quelque part. Le tourisme, durant toute la modernité, il est lié à quoi? Il est lié au fait que les territoires de la ruralité ne pensaient que pour une chose, servir le rural, l'urbain et les milieux supérieurs. C'est ce que j'appelle la ruralité urbaine. On a organisé récemment un colloque pour dire que l'enjeu de demain, c'est pas la ruralité urbaine, c'est la ruralité rurale. Redonner du pouvoir et de la place aux habitants, de leur capacité eux-mêmes à définir leur sens du monde, leur manière de pouvoir agir dans les territoires non seulement résilients, mais territoires, co-constructeurs de la logique de développement. Et c'est ça l'enjeu de demain. C'est là qu'il faut revoir nos manières de penser le développement des territoires et la manière d'envisager leur disposition à intervenir dans leur qualification, à participer à la transition, parce qu'ils participent à repenser le sens du monde et leur disposition à pouvoir dire des choses dans une nouvelle ruralité qui ne se réduit pas simplement à la protéger pour permettre encore aux touristes urbains d'en profiter du mieux possible. Alors, on a 15 petites dernières minutes, donc on va peut-être passer aux questions du public, si vous en avez. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges et pour toutes les informations. Moi j'ai une question, c'est plutôt sur le rapport à l'humain. Vous avez plutôt une vision validiste. Oui. En prenant en considération des individus qui sont en pleine possession de leurs moyens. Quel rapport ça peut avoir par rapport ce rapport à l'écologie, ce rapport à la nature, pour des personnes qui n'ont pas forcément les capacités qu'un individu lambda, entre guillemets, pourrait avoir? C'est comment ton prénom? Marie. Marie, merci pour cette question. Je la trouve vraiment géniale parce que c'est intéressant dans les écoles, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui, soi-disant, ne peuvent pas y avoir accès. Mais comment y avoir accès? Et souvent dans les écoles, je donne le cas des écoles parce que je travaille beaucoup avec des écoles, les enseignants disent moi je ne peux pas aller dehors, celui-là il va courir dans tous les sens, ou celui-là ça ne va pas marcher. Mais en fait, l'accès à la nature, il est différent. Ça dépend aussi quel type de défi qu'on peut avoir dans la vie. Mais cet enfant était extrêmement violent avec lui, extrêmement, il arrachait tout, il déchirait tout. Et en fait, c'est une façon de l'accompagner, c'est une façon de rentrer en relation avec lui et de l'amener. Tout est dans l'accompagnement. Et je ne pense pas que ce soit validiste. Au contraire, c'est ça qui est génial, c'est que cette façon d'entrer avec la nature, elle est propre à soi. Je pars de ce que tu es. De ce que tu es. Je ne demande pas ce que tu es ça comme critère sportif. Non, non. Je pars avec ce que tu es. Et avec ce que tu es, tu as tout en toi pour entrer en relation. Tu auras ta manière à toi, unique,
d'entrer en relation. Et je ne te demande pas de prendre la relation de quelqu'un d'autre. Un exemple. Il y en a qui aiment beaucoup toucher. Ils aiment toucher. D'ailleurs, c'est ce que je fais. On se promène, puis je regarde, j'observe. Il y en a qui vont prendre de l'herbe, cueillir, saisir pendant que je leur parle. Il y en a d'autres qui vont avoir le nez en l'air, qui vont regarder. Ils sont plutôt aériens. C'est leur façon différente. Il y en a qui vont plutôt tendre l'oreille. Ils vont écouter. Et donc, ils ne vont plus m'écouter, mais ils vont écouter autre chose. L'eau qui coule. C'est leur façon à eux. Donc, on a chacun sa façon propre. Et c'est ça qui est beau dans cette approche que je développe. Je pars de l'enfant, je pars de l'apprenant, je pars de celui qui veut entrer en relation. Et je prends le temps de savoir comment il entre en relation et d'aller faire cette emphase et d'aller vers dans d'autres choses. Et donc, pour moi, au contraire, il n'y a aucun obstacle là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être... Celui qui supposément a des défis, il a des forces aussi. Et il a beaucoup de choses à m'apprendre. Moi, je me suis occupée aussi j'étais à une association à bras ouverts en France, et c'est extraordinaire. Et c'est les enseignements les plus forts. Mon maître, c'est une fille de 7 ans qui est complètement paraplégique dans une chaise. C'est elle qui m'a appris la notion d'abandon, c'est elle qui m'a appris la notion d'espérance et de force intérieure. Donc, pour moi, c'est superficiel. Ce handicap, on a des forces partout différentes. Il suffit de les regarder, parce qu'on est aveugle. Il faut voir autrement. Saint-Exupéry. Vous irez voir Le Petit Prince. Pour compléter ce qu'a dit ma collègue, simplement je dirais que j'ai déjà, dans la revue Nature et Création, il y a 2 numéros qui sont consacrés, et vous le savez très bien, sur le milieu handicap et la manière dont il peut aussi avoir une place dans les pratiques récréatives. Mais surtout, j'ai écrit un article pour dire que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas l'inclusion, mais c'est la transclusion. L'inclusion, c'est faire en sorte que les handicapés puissent, au même niveau que vous, et rentrer dans des dispositifs où ils ont une place au même titre que d'autres personnes. Ce n'est pas pour moi l'enjeu fondamental du milieu handicap. C'est au contraire, comme le dit très bien Virginie, c'est de faire en sorte qu'ils ont des dispositions, ils ont des qualités, donc capacités par lesquelles ils mettent en avant certaines dimensions sensorielles, cognitives aussi, telles que les autistes. Il faut renforcer leur disposition à faire émerger leur capacité créative, le potentiel créatif qu'ils ont pour ouvrir un champ possible dans l'univers qui sont les leurs. Que ce soit en danse, il y a des super expériences qui existent en danse pour voir comment ils peuvent devenir des danseurs en tant que tels. On n'aurait jamais imaginé ça. Ils font des compagnies. Il y a des groupes de musique qui se créent, qui créent leur musique. C'est pas la musique d'inclusion, etc. Et je critique l'inclusion parce que regardez ce qui existe dans les normes obligatoires des stations touristiques. On met en place des normes. Bien souvent, elles n'existent pas, elles ne sont pas respectées. On fait croire qu'il y a de la place pour eux, mais il n'y en a pas. Ce n'est pas cette conception que vous devez avoir de ce milieu-là, qui est riche d'un potentiel qui va faire qu'augmenter avec les nouvelles technologies qui vont leur permettre de trouver un pouvoir d'agir beaucoup plus qu'auparavant. C'est pour ça que l'enjeu, c'est qu'eux-mêmes puissent créer leur propre communauté, leur propre culture, en relation avec les autres, pour ouvrir tout un champ possible pour eux, et qu'il est remarquable de le faire. Je vous remercie de votre question. Et regardez simplement aujourd'hui les 6 personnes en situation de handicap qui partent en vacances et faire de l'itinérance. C'est incroyable de voir la multiplicité des expériences et des histoires qu'ils peuvent nous raconter, de une manière dont aujourd'hui ils ouvrent un champ des possibles qui ne consiste pas à les protéger. Encore une fois, la notion de protection revient. L'enjeu, ce n'est pas de la protection. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de vivre, ils ont des dispositions à faire, et c'est cela qu'il faut ouvrir pour amplifier leur capacité à être des êtres, non pas comme les autres, mais des êtres avec leur propre singularité qu'il faut renforcer pour être dans justement une sorte de distance avec la domination masculine, urbaine, domination des gens qui se disent supérieurs aux autres, alors qu'aujourd'hui on a besoin d'être dans la reliance et de recomposer nos liens avec tout un ensemble de publics, de personnes et d'univers qui nécessitent d'être engagés pour penser plus globalement la transition, comme aujourd'hui avec les seniors qui deviennent d'un public extrêmement fragile et qu'on a besoin de repenser le lien avec eux dans une autre société qui ouvre justement un autre regard et notre présence avec eux. Et je sais que je peux en parler parce que comme bien des personnes, nous vieillissons et nos parents aussi vieillissent et nous avons aussi aujourd'hui une autre manière de penser la relation avec eux, qui ne sont pas ceux qui nous ont apporté plein de choses, mais on inverse la relation parce qu'il faut aussi penser à leur fin de vie et comment on peut faire pour la gérer du mieux possible. Ça, c'est un vrai challenge. Oui, c'est bon. Bonjour.
Merci de me laisser la parole. Alors, ce qui m'intéressait, c'était le rapport à la nature, la relation avec la nature. Alors, il y a un philosophe allemand que vous devez connaître, Hartmut Rosa, qui parle de rapport qui ne soit ni dans la domination, ni dans la soumission vis-à-vis de la nature, mais dans la résonance, la vibration ou l'équilibre. C'est vrai que le mot équilibre, quand on parle d'environnement, c'est, me semble-t-il, plus adapté que le mot performance environnementale, si on pouvait parler d'équilibre plus que de performance, et d'équilibre dynamique, parce que la nature, elle n'est pas sous cloche, effectivement. Et justement, quand on parle de cette relation, est-ce qu'il n'y a pas un travail ou qu'est-ce que vous identifiez derrière comme valeur humaine nécessaire à un soin particulier dans ces relations? Moi, je pense à des valeurs d'humilité. Quand on a la prétention de tout comprendre sur l'environnement, bien souvent on est à côté de la plaque et on n'est pas dans le partage. Il y a peut-être une valeur de curiosité aussi. Est-ce que vous avez peut-être d'autres valeurs humaines à nous proposer pour améliorer la qualité de cette relation? C'est bon, ouais. Ça aussi, les questions, elles sont super intéressantes. Il n'y a jamais de mauvaises questions, jamais. Si je puis me permettre. Hartmut Rosa, lui, c'est la résonance. C'est intéressant, résonance. Moi, je parle plus de reliance. La résonance, quand ça fait écho, il y a un échange, mais il n'y a pas forcément de lien. Le dialogue, on peut dialoguer, mais après, je m'en vais, puis on ne se voit plus. Il n'y a plus rien. Ça résonne, c'est sympa. Mais la reliance avec les peuples autochtones, c'est beaucoup ça. La reliance, on est reliés. Il y a une notion de connexion intérieure qui fait qu'il y a quelque chose de plus profond que la simple résonance. L'étape suivante, c'est la reliance de la résonance. C'est la reliance, l'interdépendance. Non, oh, mon Dieu, mais s'il n'y a plus de nourriture, je vais mourir. Non, non, c'est gratitude. On est un. On fait partie d'un seul tout. Harmonie, recherche de cette harmonie. Pour pouvoir rechercher cette harmonie, il faut écouter. Pas écouter avec l'oreille, écouter avec son cœur. Cette capacité de faire le vide, la démarche d'humilité, c'est ça. Et humilité, ça vient de humus, la terre. Donc c'est revenir à l'essentiel. À l'essentiel. Les 4 éléments, cette entrée en relation avec les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Où est l'eau en moi? Comment j'entre en relation avec l'eau? Où est le feu en moi? Comment j'entre en relation avec le feu? Quand on parle du feu, c'est la température, aussi la luminosité, la lumière. Donc voilà, c'est comment j'entre en relation. Donc c'est vraiment cette disposition intérieure, cette réflexivité aussi qu'on peut avoir. John Dewey, la praxis, la réflexion liée à l'action. Ce matin, ils en ont beaucoup parlé, ça. Hein. C'est dans la marche, une certaine réflexivité, mais la marche, se mettre en marche, l'action. Eux, quand ils font le sport, après on plante, mais une sorte de réflexivité. Donc être capable de réflexivité, c'est-à-dire de réflexion et en même temps en agissant. Donc c'est ça, mais une humilité, une mise en disposition, la curiosité d'esprit. Ça c'est vraiment cette notion aussi d'écoute intérieure, donc le respect de l'autre. Ça veut dire quoi? Et pas seulement l'autre humain. À 3 niveaux, le respect de moi, se respecter soi-même, être à l'écoute de soi, l'écoute de l'autre humain et non humain, autre chose. Et donc c'est partir d'une posture aussi anthropocentrique à cosmocentrique. On parle beaucoup d'écocentrisme, mais le cosmocentrisme, c'est beaucoup plus large. Et entrer en reliance avec ce cosmocentrisme, c'est-à-dire qu'il y a un battement. Et ça, c'est tous les effets de ce que signifie aussi, c'est voilà, se sentir relié à ça. Et pour avoir plus d'informations, il y a un chapitre dans ma thèse où j'explique tout ça. Donc, Boelen Virginie, regardez, c'est accessible en ligne. Il y a tout ça. Voilà. Oui, un complément à ce qu'a dit Virginie. La notion de résonance qui est développée par Rosa avait l'intention de nous interroger pour dire qu'il y a aujourd'hui nécessité de repenser nos rapports aux objets, aux espaces, aux pratiques et aux milieux. En disant qu'il y a une sorte de manière de court-circuiter le rôle que peut avoir l'altérité dans nos rapports aux espaces, au public, aux personnes. Et donc si on veut sortir d'une logique qui ne consiste pas simplement à dominer la nature, mais à retrouver d'autres correspondances avec elle, il faut faire en sorte que celles-ci soient encore vivantes et qu'on puisse se frotter à elles. Et derrière la notion de résonance, il y a une notion qui l'active, c'est celui de semi-disponibilité.
est le plus important que résonance, puisqu'il ne peut pas avoir résonance, il n'y a pas semi-disponibilité, dans le sens où les choses ne sont pas en elles-mêmes fréquentables et consommables en tant que telles. Il faut qu'il y ait justement de l'âpreté, de l'ailleurs, de l'altérité, pour qu'on puisse composer quelque chose avec, je dirais, un actant, avec l'autre partie qui va interagir avec moi. Et c'est ça tout l'enjeu de Rossa, comment créer de la semi-disponibilité pour qu'on puisse de nouveau pouvoir agir avec elle. C'est pour ça qu'on vous discutait de la notion d'itinérance, qui est extrêmement intéressante. La méthode des gens, qu'est-ce qu'ils font dans l'itinérance? Il y a deux termes qui sont à la fois opposés, mais qui peuvent se combiner. Dans l'itinérance, vous avez itinéraire et errance. La majorité des gens font de l'itinéraire. Ils sont de la modernité, rien ne change. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est extrêmement passionnant, qui a été dit première table ronde. L'enjeu, c'est pas l'itinéraire aujourd'hui, c'est l'errance. Pour qu'il y ait du vagabondage, pour qu'il puisse y avoir une disposition à être à l'écoute de l'ailleurs. Et si vous voulez qu'il y ait du changement en société moderne, il ne faut pas valoriser l'itinéraire, ce qui se développe de partout, au travers le métier chemin pédestre ou en vélo, mais c'est de renforcer l'errance pour qu'il y ait un arpentage possible par lequel je vais pouvoir composer quelque chose qui va faire, je dirais, qui va ouvrir un champ des possibles sur un monde fini. Et c'est pour ça que ma doctorante qui a fait sa thèse sur l'itinérance existentielle, plus les gens sont dans l'errance, là où il y a un chemin qui n'est pas tracé, je suis dans le chemin, je ne suis pas dans une étape qui attend une nouvelle étape, dans un chemin balisé, normalisé et linéaire, plus je laisse la place à l'ouverture, à l'altérité, plus lorsque je rentre de l'itinérance, plus il y a une transition qui va se faire dans mes modes de vie. Et c'est ça l'enjeu de ce qui vous invite aujourd'hui dans le monde de la transformation. Il faut laisser de la place à la créativité, à l'errance, au vagabondage, aux arpentages, pour laisser de la place à ce qu'on appelle le réveil des imaginaires, qui ne peuvent se faire qu'ancrés en même temps dans la profondeur du corps vivant. Et la transition via les travaux que je mène font qu'elle ne peut se faire que si le corps vivant est intégré dans le registre du rapport au sensible et aux dispositions à ouvrir tout un champ de possibles dans l'intention de réveiller une autre, les braises du vivant, dans notre registre du rapport à ce qui nous invite à casser le mythe de la modernité qui était trop longtemps présent pour envisager une transition. Et je vous invite, si vous vous intéressez, à aller les travaux de mon collègue Bernard Andrieux sur la cosmotique, qui n'est pas très loin quelquefois de la résonance, où il dit que quelque part, si on considère que le corps est central, tout le monde n'a pas envie de considérer que le corps est central. Pour d'autres, c'est la raison, incarnée peut-être, mais la raison, le discours, la verbalisation, alors qu'Andrieux dit le corps et la première personne, c'est fondamental. Retrouvons une présence au corps, comme sur le conte qu'on a vu tout à l'heure, elle donne la présence justement à une intimité sensorielle par laquelle le corps vivant doit avoir une place, par les pratiques de yoga ou d'autres, qui ouvrent un autre champ des possibles pour nous inviter à voir autrement le rapport au monde. Donc lui, il le voit à travers 3 dimensions très fortes, qui sont le naturisme, les immerseurs et les émerseurs de conscience. Voilà un exemple sur lequel on peut s'appuyer, mais qui sont... D'autres vont travailler sur la psychosomatique, donc il y a plein d'exemples aujourd'hui qui se mettent en place, qui méritent le regard. D'autres travailler sur les pratiques, le commun somatique, dans les manières dans les groupes, comment on peut ouvrir à notre rapport au genre, par exemple, comme étant un des registres, il faut déconstruire le rapport au genre pour ouvrir justement une autre manière de concevoir le rapport à la sensibilité, du rapport, je dirais, aux objets, au toucher, aux sensorialités multiples par lesquelles on peut voir le monde. Et c'est de ce côté-là qu'il y a une réflexion sur la complexité du rapport au sens aujourd'hui qui mérite une micrologie, une microsociologie du sensible, nécessitant d'avoir d'autres paradigmes pour saisir ce que se passe, non seulement en considérant que le chercheur est dominant, mais lorsqu'on s'inscrit dans les sciences traditionnelles, là on sait dire que les actants, les publics, les personnes ordinaires ont autant de choses à nous apprendre pour penser la transition, au-delà de l'idée de dire que le chercheur est celui qui est le mieux placé dans une approche scientiste pour engager une transition totale de la société contemporaine. La chose pour répondre à cette question, et j'en ai dit, le conte, qu'est-ce qu'on va chercher dans le conte en fait? Tout l'imaginaire poétique. Et donc c'est le mythos en fait, par opposition au logos. Logos c'est tout ce qui est rationnel, tout ce qui est scientifique, techniciste. Là on est dans le mythos, dans le micro-poétique. Tout ce qui est la mythopoétique, c'est quelque chose qu'on a souvent mis de côté en disant ouais, c'est pas très sérieux. Mais c'est des choses qui sont importantes et qui engagent beaucoup notre rapport au monde. Ça aussi, c'est une disposition à l'imaginaire, à laisser vraiment être dans cette disposition de laisser son imaginaire vagabonder, être en relation. Une des dispositions. Voilà.
Ah, ça marche mieux. Merci. J'avais une question justement. Je suis d'accord avec votre vision. Ah pardon, Samuel Pinon, moi je suis du monde de l'itinérance à vélo. On a lancé des projets comme la Loire à vélo, des choses comme ça. Et d'ailleurs j'aurais une anecdote vite fait à raconter quand même sur l'accessibilité. Et j'avais ma question plutôt sur il faut laisser de la place pour l'éducation populaire. Et que pensez-vous des politiques publiques et privées qui encouragent plutôt l'exploit sportif avec ces millions d'influenceurs? Moi aussi je suis en Mayenne et on a aussi un navigateur qui a été en haut de l'Everest et qui est subventionné avec d'énormes fonds publics. Et on se découvre, nous, dans le bénévolat, dans les associations, avec en fait peu d'alliés. On perd des alliés. Avant, on avait les collectivités qui amenaient les enfants en classe verte. C'est là où on a découvert. Et je voulais voir ce rapport avec l'enfance, l'éducation et les moyens qui disparaissent parce que les sponsors privés, ils partent sur ces influenceurs qui font des exploits à l'autre bout du monde avec du pétrole illimité. Donc j'avais cette question sur la classe verte. Et pour conclure, nous, on avait des événements de grosse convergence vélo en Pays de la Loire, avec Grandiose Tacahut, qui est une entreprise qui encourage les personnes à mobilité réduite à faire du tourisme itinérant et avoir des accès des gens qui les hébergent. Et nous, on n'a pas réussi à faire notre événement. Et eux-mêmes, tout seuls, ils ont organisé après le Covid. Nous, on n'a pas réussi. Ils ont réussi à partir à 20 personnes paraplégiques avec des fauteuils. Ils ont fait une semaine. Ils ont fait la Vélodyssée de Bordeaux à Angers en fauteuil, accompagnés et tout. Et on les a suivis, on les a aidés, mais ils se sont débrouillés tout seuls. Il n'y a qu'eux qui l'ont fait. Nous, on n'a pas réussi à le faire. Et eux, ils ont réussi pour venir sur il ne faut pas mettre quelqu'un au-dessus de l'autre. Et les personnes, eux, ils ont fait leur exploit eux-mêmes. Alors, je pense qu'il faut être lucide, voire extra-lucide. Les politiques publiques, moi, j'ai jamais compté dessus et je crois qu'il ne faudra jamais compter dessus. Par ailleurs, vous regardez la télé comme moi, probablement vous écoutez la radio, on est dans un système de quasi-faillite et donc il n'y a pas d'argent public, ou très peu, ou elle est effectivement orientée sur des projets qui sont pas forcément les bons, mais qui servent les intérêts des politiques qui sont en place, et comme ça a toujours été, et à mon avis, ça restera. On ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, soyons clairs. Nonobstant cet élément-là, il y a dans le monde économique un changement de paradigme très fort et une prise de conscience assez exceptionnelle des enjeux environnementaux et de la prise de conscience environnementaux. Alors ça ne se fait pas à tous les étages, qu'on soit clair. Et moi, j'ai évolué dans toutes les strates de l'économie, à la fois de l'artisan qui a 3 à 4 salariés à la multinationale. Pour faire clair, l'artisan de 3-4 salariés, aujourd'hui, les contraintes environnementales, les contraintes dans tout genre, il n'en a rien à secouer. Mais rien à secouer. Il faut qu'on soit très pragmatique. Hein. Par contre, les entreprises qui dégagent du profit, et elles restent malgré tout nombreuses, elles ont aujourd'hui, c'est même pas une obligation, c'est que c'est rentré dans les consciences, et il y a de l'argent, je pense, à aller chercher pour tous ces beaux projets auprès du monde économique qui se substituent de plus en plus aux politiques publiques. Et ça, c'est une réalité, c'est un fait. Alors Max, hein, pour le citer, il est monté au haut de l'Everest. Ok, il y avait un certain sujet de communication, mais il y avait une cause quand même. Il y est monté là-haut. Alors là, je rebondis un petit peu sur la question de Marie. Comment les personnes en handicap peuvent... Il y a peut-être aussi des voyages par procuration. En tout état de cause, Maxime Sorel, il est monté au sommet de l'Everest pour essayer de voir, comprendre quel était le phénomène réel de la mucoviscidose. Enfin, qu'est-ce que vivaient en réalité les enfants atteints de mucoviscidose. Il a essayé de comprendre ce phénomène en montant au haut de l'Everest, en allant dans un univers où l'oxygène est très rare, et donc de comprendre un peu. Donc il portait une cause quand même malgré tout derrière. Et au-delà du fait qu'il a récolté de l'argent pour faire son expédition, il a surtout récolté de l'argent pour redonner à cette association qu'est la mucoviscidose, dont il est le parrain national. Donc je pense qu'aujourd'hui, les politiques publiques, moi je n'ai jamais rien entendu de toute façon, je crois qu'il faut se construire autrement, et le monde économique regorge aujourd'hui de ressources techniques, financières, et il y a des médiums aujourd'hui qui s'appellent le mécénat, ça peut être du mécénat financier, mais aussi du mécénat de compétences, qui vient donner des sources et des ressources complémentaires à tous ces beaux projets.
Oui, oui, évidemment, vous avez bien raison de porter cette question, puisqu'elle interroge sur la question de la transmission et la place des jeunes dans la société contemporaine. Voilà. Donc il y a plein de sujets aujourd'hui qui importent, puisqu'il s'agit de poser la question aujourd'hui, comment envisager une présence de ces jeunes-là dans une perspective qui n'est pas simplement de limiter à ce qu'ils sont, mais qui puisse contribuer à nourrir les nouveaux registres de développement, d'entrepreneuriat et de nouvelles places à prendre dans le monde contemporain. Donc ça, c'est fondamental. Donc moi, j'essaye de dire qu'en même temps, que ce soit le monde scolaire, il faut aussi faire en sorte que ces gens puissent avoir leur propre disponibilité à inventer leur propre monde, sans considérer que déjà tout est tracé, ils ont qu'à suivre les voies par lesquelles on qualifie ce qu'ils doivent devenir, sans tenir compte de ce qu'ils sont. Donc il y a toute une manière autre de voir l'école qui puisse aussi prendre en compte les propres dispositions, réflexions et je dirais, aspirations par lesquelles ces jeunes prennent place et avec lesquelles il faut tenir compte de leur propre mode de vie et de trouver les registres par lesquels ils prennent le monde en fonction des registres, je dirais, d'élaboration, d'appropriation des relations qu'ils ont avec leurs parents, avec l'école, avec les réseaux sociaux et d'autres objectifs comme ça. Vous avez raison aussi de dire qu'aujourd'hui, il y a un effondrement considérable des colonies de vacances et que c'est un problème. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que demain, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les territoires de proximité prennent la place qu'ils doivent prendre pour considérer qu'ils ont non pas à remplacer l'État, mais qu'ils sont aujourd'hui des acteurs centraux, devenant des territoires de projet, qui doivent eux-mêmes intervenir dans la composition qu'ils veulent donner à ces publics, dans la manière de faire. Et c'est un des enjeux importants par lesquels il faut repenser la manière de faire. Au-delà de cela, s'il y a des entreprises qui existent, qui développent des prestations de loisirs, il y a aussi une critique qu'on peut leur faire. Moi, j'ai travaillé dans le milieu du milieu de la France. Aujourd'hui, quand vous avez des jeunes qui viennent en vacances, ils vont voir les entrepreneurs du plein air. Qu'est-ce qu'ils leur proposent? Des tours de manège. Ils sont dans la deuxième culture des managers. Ils vont faire un peu de VTT, un peu d'escalade, un peu de canyon. On passe d'un système à l'autre et c'est terminé. Je critique ça. Il faut arrêter ce modèle-là. À côté de ça, vous avez justement des associations d'éducation populaire, les Franca, Ligue de l'enseignement, UCPA. UCPA, c'est un peu critique. Mais en tout cas, mais aussi les foyers ruraux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les foyers ruraux en Lozère. C'est impressionnant ce qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas dans une culture de la sensation, mais au contraire une culture d'éco-développement, ouvrant de multiples projets pour accompagner le gamin dans les relations profondes avec la nature, avec les technologies, avec les agriculteurs, avec les forestiers, d'une approche où l'enjeu c'est de tisser, d'élaborer un tissage relationnel, comme dirait le God, en différentes manières, d'habiter le territoire. Et c'est ça un des enjeux de demain, redonner de la présence à ces réalités vivantes, où le jeune est encastré dans les différentes manières d'habiter les lieux et de composer avec toutes les personnes qui sont là, mais aussi les seniors. Moi, au Québec, par exemple, parce que j'ai passé souvent, dans certains territoires, Saint-Camille, qui est une référente à la ruralité, ils font plein d'activités avec les établissements des seniors pour créer du lien avec eux. Donc, faire les jeunes, c'est pas les isoler en même temps, c'est de composer comment avec les entreprises, comment avec les industriels, comment les associations et d'autres publics, ils participent à élaborer une présence dans les différentes manières dont ils nourrissent leur propre inventivité à élaborer un monde commun possible. Et l'enjeu de tout ça, c'est le commun. Et les jeunes ont un rôle à jouer pour nourrir ce commun qu'on a besoin pour élaborer une nouvelle page de l'histoire, transitionnelle évidemment. Merci beaucoup. On va pouvoir clôturer cette table ronde. Merci pour votre présence, pour tous ces échanges.